That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Chose promise, chose due. Il y a une ou deux semaines de cela, nous avions organisé une émission avec Stéphane Duménildo autour de la sortie DVD Blu-ray du film Déménagement de Shinji Somai. Le film est édité chez Survivance. Et à l'issue de cette émission, j'avais bien précisé qu'il y aurait une seconde émission autour d'un autre film de Shinji Somai, film qui s'appelle Typhoon Club et qui doit sortir le 3 juillet. Bon, bah, le film sort toujours le 3 juillet, ce qui est une très bonne nouvelle. Et distribué par Survivance. D'ailleurs, je remercie Guillaume Morel de Survivance, mais aussi Emmanuel Vernière pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et pour parler donc de ce film-là, Dimitri Yanni, qui a accepté, malgré plein de problèmes techniques me concernant, et donc je le remercie pour sa grande patience et sa grande compréhension. Il a accepté de venir nous parler de ce film étonnant, on va dire ça comme ça, très étonnant, un film qui date de 85, qui est sorti, si je ne me trompe pas, en France en 1988 et C'est ça. on va peut-être parler aussi de cette sortie en 88, mais en tout cas, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce film, c'est le 3 juillet, c'est très important et Dimitri Yanni est un spécialiste, entre autres du cinéma japonais. Il travaille pour Kino Taio au niveau du comité de sélection, mais pour d'autres aussi aspects qui l'entraînent vers cette cinématographie japonaise qui continue encore d'être remarquée. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette invitation. Et comme d'habitude, je pose toujours cette question qui est très simple mais et aussi très godardienne. Comment ça va? Écoutez, bah, ça va bien. J'ai pas de voilà, heu, je suis ravi d'être, voilà, d'être là pour la première fois puisque je crois que voilà, on se connaissait pas et puis alors j'ai regardé effectivement un petit peu le site, enfin la chaîne et j'ai vu que c'était déjà très, très dense donc et j'ai vu qu'il y avait déjà aussi un petit peu de cinéma japonais. Donc là, il y en Mmh. aura peut-être un petit peu plus, voilà, puisque c'est bon, c'est pas on n'est pas forcément dans une période où le cinéma japonais, a une grande visibilité, je pense notamment par rapport à ce que ça pouvait être, vers la fin des années 90 ou même au début 2000 où moi j'ai commencé à m'intéresser au cinéma japonais et où, à l'époque, émergeait ce qu'on appelait la nouvelle vague japonaise avec des réalisateurs, hein, comme Kurosawa, Aoyama et cetera et mais où aussi il n'y avait pas, tous ces cinématographies, du sud-est asiatique qui étaient, voilà, qui allaient commencer à émerger, mais elles n'étaient pas encore, je dirais, aussi visibles comme peut l'être aujourd'hui, par exemple, le cinéma coréen. Donc Mmh. voilà, donc dès qu'il y a une occasion, je dirais un petit peu de mettre un petit peu le projecteur sur le cinéma japonais, peu importe son époque, voilà, je me prête volontiers, à l'exercice donc merci pour ça en tout cas. Bon, en tout cas, c'est moi qui vous remercie. Quand on va, de manière très simple sur, la fiche Wikipédia du film, on y Mmh lit, un synopsis qui est très simple, qui dit en gros: «Dans une petite ville de campagne, l'approche d'un typhon est ignorée par des adolescents et des adolescentes qui remettent en perspective leurs actions passées et créent de nouvelles dynamiques de groupe alors qu'ils restent dans leur lycée en dépit de l'ordre d'évacuation». Voilà, c'est un synopsis un peu simple, voire même très simpliste, surtout quand on sort du film après 1h55 de projection. Avant qu'on commence à parler de l'essentiel, c'est-à-dire de l'intériorité du film, mh. juste revenir sur cette sortie française en 88, est-ce que vous pourriez nous dire à peu près comment ce film a été, remarqué? Si tant est, il a été remarqué. Sur la réception elle-même, j'ai pas énormément d'informations sur la manière dont, soit le distributeur d'ailleurs je me souviens même pas qui, l'avait distribué à l'époque. Bah, j'étais en fait, trop jeune tout simplement. Je m'intéressais pas encore de manière, profonde au cinéma japonais. Mais ce que je peux dire, c'est que, une grande partie de sa réception enfin, le fait que ce film soit le premier film de Somai à avoir connu, une réception internationale est principalement dû au fait que le film avait obtenu, en 1985 le prix, on va dire, à l'époque, le prix s'appelait Young Cinema,
au Festival international du film de Tokyo, qui était la première édition d'ailleurs de mémoire, donc qui était un festival international, voilà, qui avait pour but de récompenser des films de jeunes réalisateurs. Donc cette année-là, il y avait Bertolucci, qui s'était beaucoup enthousiasmé pour ce film, avait poussé dans ce sens-là, et lui avait permis d'obtenir un prix, donc ce prix Young Cinema, qui avait donc permis, je pense, de jeter un éclairage sur Somai en tant que réalisateur, même si bon, au Japon, c'était déjà quelqu'un, puisque faut se souvenir que son deuxième film, Sailor Suit and Machine Girl, a été premier au box-office de l'année. Donc en fait, c'est quelqu'un, c'est un peu paradoxal, Somai, mais on pourra en parler, mais c'est quelqu'un qui a connu un grand succès commercial dans son pays, mais qui, à l'étranger, était complètement inconnu, quoi. Elle est restée d'ailleurs très longtemps, puisque, en fait, même Déménagement, bon, qui était le seul film de Somai qui était à Cannes, est passé relativement inaperçu, hormis bon, une critique assez élogieuse de, je ne sais plus comment s'appelait le critique Strauss, j'ai oublié son prénom, mais en fait, Frédéric Strauss, voilà, c'est ça, qui avait fait une plutôt bonne critique, mais en fait, le drame, la malchance de Somai cette année-là, c'est d'être tombé dans la même sélection en face de Sonatine de Kitano. Et évidemment, je dirais, on est dans les années 90, un film sur le divorce en France, bon, par rapport à la déconstruction proposée par Kitano de ces films de fulgurance, voilà, de cinéma de Yakuza, forcément, ça paraissait moins, je dirais, moins moderne, et on peut comprendre que ce film est passé relativement inaperçu et n'a pas été distribué à l'époque. Voilà. Donc Typhoon Club a eu cette reconnaissance, et je pense a pu être présenté en France. D'ailleurs, il me semble qu'il était aux 3 continents. Il faudrait j'ai pas vérifié, mais il a dû être d'abord montré aux 3 continents, et sans doute qu'un distributeur, parce que vous savez comment c'est des fois les films, le fait qu'un film soit proposé dans un festival et qu'il ait été sous-titré, etc., peut aussi enclencher toute une série de causes, de facilitation, tout simplement liées à des considérations pratiques et économiques, hein. Donc un distributeur a peut-être vu l'opportunité de le passer, voilà. Mais c'est vrai que c'était relativement une petite sortie, puis c'était pas une époque où en fait le cinéma japonais, il y avait très très peu de choses qui sortaient. On était avant justement cette fameuse nouvelle vague japonaise, hein, qui dans les années, on va dire l'année charnière, hein, pour ce cinéma contemporain, c'est vraiment 97, hein, c'est vraiment l'année charnière. C'est l'année où vous avez Hanabi qui obtient le Lion d'or, vous avez Languille d'Imamura qui a la Palme d'or, vous avez Naomi Kawase qui a la Caméra d'or, vous avez Cure qui est découvert au Festival international du film de Tokyo, qui sera une des grandes révélations qui ensuite circulera. Vous avez tout un contexte qui fait que le cinéma japonais va reprendre et retrouver une vitalité. Vous avez l'ouverture de la Maison de la Culture du Japon, je crois, oui, je crois que c'est en 97. Vous avez la fameuse rétrospective 200 films de cinéma japonais au Centre Pompidou, qui était quelque chose d'exceptionnel, avec les 2 livres sur l'histoire du cinéma japonais traduits de Tadao Sato. Vous aviez tout un contexte, voilà, qui faisait qu'effectivement le cinéma japonais s'est retrouvé vraiment au premier plan. Ce qui n'était pas le cas dans les années, dans la décennie précédente, hein, qui était pratiquement, on parle de génération muette. Enfin, il y a des critiques qui parlent de ça, de cette espèce un peu d'invisibilité qu'on peut, enfin, on va peut-être sortir du sujet, mais qui ont des causes historiques et économiques, hein, le fait que le cinéma japonais s'est retrouvé dans cette espèce un petit peu de paysage dévasté suite à la fin, en fait, de ce qu'on appelait l'ère des studios, hein. Donc si vous voulez, le modèle du studio à l'hollywoodienne, complètement intégré avec
la production, la distribution, l'exploitation, où chaque grand studio avec son parc de salles, ses doubles programmes, parce qu'il faut, voilà, il faut être quand même conscient que on produisait encore, hein, jusque notamment la Nikkatsu avec son label qu'on appelle roman porno de films érotiques, produisait encore un nombre de films très important, presque une 50aine de films par an. Donc il y avait vraiment une production de masse avec ce qu'on appelait les program pictures. Donc c'est un terme qui désigne justement ces films de série où voilà, on est dans une typologie de films avec des personnages, des situations récurrentes, des séries qui, à partir du moment où un film a un succès, on en fait un deuxième, etc. Donc on était dans ce moment-là, et pendant toutes les années 70, les grands studios vont cesser, donc vont réduire leur production de manière drastique, progressivement. Vont cesser aussi l'embauche, ce qui est très important, l'embauche de techniciens, de réalisateurs, et finalement les seuls espaces où on va pouvoir quelque part former de jeunes futurs réalisateurs, auteurs, peu importe la dénomination. Enfin, Soma, il s'est jamais considéré, revendiqué comme un auteur, même si, voilà, d'un point de vue critique, on peut après le discuter de manière objective par rapport, voilà, à son cinéma qui, de toute manière, exprime une subjectivité qui lui est unique. Mais le seul espace donc, qui permettait de former ces réalisateurs, c'était principalement ce qu'on appelait le roman porno Nikkatsu, donc, qui, à partir du début des années 70, donc la Nikkatsu, pour se sauver de la faillite, décide de produire de manière quasi exclusive des films érotiques en masse. Et ça, c'est très important, cette décision-là, parce que ça va induire derrière tout un système de production. Donc le studio va se recentrer quelque part autour des producteurs, et ça va donner aussi la possibilité à des réalisateurs qui n'avaient pas eu la possibilité avant de devenir réalisateurs. Ça va aussi favoriser l'embauche, parce qu'en fait la Nikkatsu, à partir de 74, elle va relancer donc son concours pour former tous les ans 2 assistants réalisateurs. Et c'est le seul studio à l'époque qui, si vous voulez, recrute et engage des jeunes talents. Il va reformer des réalisateurs. Ça, c'est très important. Et Soma, lui, alors, il est un petit peu à part parce que lui, il arrive dans ce milieu-là après être passé par ce que beaucoup de sa génération ont vécu, c'est-à-dire les mouvements étudiants, donc en gros les aventures qu'on a eues ici ou ailleurs dans les sociétés post-industrielles de ce moment entre guillemets de révolution, de grande remise en question des savoirs, etc. Donc de l'aventure du gauchisme. Lui a même pas été au bout. Parce que bon, il était très impliqué dans les mouvements étudiants, s'est fait arrêter plusieurs fois. Donc bon, en gros, il n'a pas suivi un parcours traditionnel. Donc il n'a pas passé le concours d'entrée. Et à la Nikkatsu, il était contractuel, c'est-à-dire que il a été embauché comme assistant réalisateur, mais il n'était pas salarié. Et ça, c'est une donnée importante aussi pour comprendre sa position, qui était à la fois une position intégrée dans le système de production, mais en même temps marginale. Parce que les assistants réalisateurs salariés, eux, étaient, je dirais, relativement, je ne vais pas dire, pas employer surestimer ça, mais ils étaient quand même relativement bien traités, même si la Nikkatsu avait des soucis, parce que financièrement, c'était difficile. Mais on pourrait dire que pourquoi Soma n'a pas pu accéder
ou a peut-être compris qu'à un moment donné, il devait quitter la Nikatsu pour pouvoir devenir réalisateur, c'est que justement, la priorité, de toute manière, elle était donnée aux salariés permanents qui, eux, en même pas 4 ans, pouvaient devenir réalisateurs, alors qu'auparavant, il fallait 10 ans, enfin, il y avait tout un système de hiérarchie. En plus, dans les studios à l'époque, avant le roman porno, vous aviez dans les équipes, vous avez 4 assistants réalisateurs. Donc, il y a aussi toutes ces étapes à franchir. Vous passez du 4e assistant, 3e, 2e, 1er, et ensuite, vous devenez réalisateur. Avec le roman porno, comme les budgets étaient réduits, déjà, on ne tournait pas en son direct, donc ça libérait aussi une partie, il n'y avait pas besoin de faire de prise de son, vous faisait tout en post-production, mais on se limitait à 2 assistants réalisateurs. Donc forcément, là, on va dire le parcours progressif était aussi plus rapide. Et donc, on a vu des jeunes réalisateurs, comme par exemple Negichi Kichitaro, qui était rentré en 1974, devenir réalisateur à, je crois, 28 ou 29, enfin, dans les 28 ans. Enfin, on ne voyait pas ça auparavant, quoi. C'était... alors, on a pu voir ça, par exemple, avec la Shochiku Nouvelle Vague, qui a effectivement porté de jeunes auteurs à devenir réalisateurs dans un autre contexte. Mais là, on n'était plus du tout dans le contexte de l'âge d'or du cinéma, on va dire. On était plutôt dans le contexte du délitement de ces grands studios. Et les réalisateurs qui donc voulaient faire du cinéma et voulaient se former, je dirais pas que tous, mais une grande partie, finalement, ils sont passés par cette école un peu du roman porno, et donc ont été aussi quelque part confrontés à l'idée de devoir traiter des relations humaines à travers une représentation que moi j'appelle transgressive de la sexualité, parce que objectivement, on s'inscrit dans un moment où on va dire que le basculement, quelque part aussi, du mai 68, c'est ce basculement où on remet en cause les anciennes valeurs, donc l'ancienne bourgeoisie, la morale de l'épargne, la morale de la restriction, du devoir réinvestir ce qu'on a gagné dans l'appareil productif, etc. Non, on passe à une société de classe moyenne, du salariat généralisé, et on rentre dans ce que moi j'appelle, ce que certains intellectuels ont appelé l'idéologie du désir, c'est-à-dire que, vous savez, le grand slogan, c'était il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, etc. Donc aussi à quelque part la volonté de s'émanciper des déterminations, donc des déterminations de classe, hein, donc le marxisme excite, des déterminations psychanalytiques, Freud excite, hein, l'anti-Oedipe, Deleuze, etc. Donc il faut, je pense, prendre en compte cet élément transgressif, mais aussi pour comprendre le comportement de ces enfants dans le film. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture du film? L'ouverture du film, c'est un acte transgressif, puisque des enfants, la nuit, enjambent, enfin, je sais pas qu'ils enjambent, mais ils transgressent, ils passent à travers, ils traversent une frontière. Là, c'est la grille hein, qui enferme la piscine qui se trouve dans l'école, mais en gros, ils franchissent un interdit, objectivement, quand on le regarde de manière objective. Hein. Alors, bon, ce ne sont que des enfants, mais le geste est à prendre aussi dans l'ordre symbolique, qui est cette transgression. Mais on pourrait faire, je dirais, dans ce film-là, parce que Sommeil, évidemment, 7 films sur 13 prennent pour personnages principaux des enfants, des adolescents ou des enfants. Tous ne vont pas aussi loin. Déménagement ne va pas aussi loin, même si, quand vous regardez Déménagement, au début, c'est quoi? La jeune héroïne de Rennes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sèche l'école quand même pour aller voir son père qui déménage. Hein, bon, mais ce n'est pas exprimé de manière aussi explicite, aussi crue aussi.
et aussi subversive, parce que là, dans le film, bon, vous voyez des actes, vous voyez des enfants qui se comportent, je dirais, bon, déjà comme des adultes. Moi, je parle de Sommeil. En fait, pour moi, les enfants de Sommeil sont des enfants trop tôt adultes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'entends par là. Pardonnez-moi, je vous laisse terminer, mais j'ouvre juste une petite parenthèse. Oui, effectivement, et c'est très intéressant quand on regarde ce film pour la première fois, d'où on le regarde, c'est-à-dire en 2024. Et en 2024, ça peut être assez atypique, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais quand vous parlez de transgression, alors j'ai envie d'aller encore beaucoup plus loin. Cette représentation de la transgressive de la sexualité se traduit aussi dans ce film par des séquences où l'on voit tous où il y a un travail, comment je pourrais dire ça? Où il y a une manière de travailler aussi avec les corps de ces adolescents et adolescentes qui peut perturber, mais mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui, hem convoque le cinéma, c'est-à-dire qu'il filme à chaque fois, il filme de loin avec une distance. La fameuse séquence de la pluie, tout le monde la connaît Évidemment, et c'est évidemment. et donc c'est pour ça que je vous tends une perche parce que je pense que quelques-uns ou quelques-unes seront peut-être un peu perturbés aujourd'hui en 2024 en voyant ça et donc je vous laisse. Voilà, Oui, je referme la alors parole. bon, on va parler à travers ça, ce que vous dites, ce que vos réflexions aussi de mise en scène, parce que bon, il ne faut pas réduire Sommeil à ça. Bien évidemment, c'est un Mmh, cinéma qui est d'une richesse, il n'est pas réductible, et c'est bien pour ça que c'est un grand cinéaste, et parce que justement, il n'est pas réductible à ça, mais il y a évidemment chez Sommeil, alors déjà chez Sommeil, il y a une primauté accordée à l'acteur, c'est-à-dire la matière première, qui est la matière vivante de son cinéma, c'est l'acteur. En ce sens, on pourrait dire que, même si c'est... Bon, il faudrait le dire avec une certaine mesure dans le cadre de ce film-là, mais on pourrait presque dire que le descriptif n'est pas dominé par le narratif. C'est-à-dire que chez Sommeil, c'est moins le besoin de raconter, c'est-à-dire de raconter une histoire, de s'inscrire dans une continuité narrative, etc., que d'exprimer une réalité vivante. mmh. Parce que quand j'entends par réalité vivante, ou on pourrait dire réalité sensible, c'est-à-dire la matérialité du réel, et cette matérialité passe par les acteurs, et non pas les acteurs pris comme dans le cinéma classique, on va dire, comme photographie d'acteur, hein, le visage essentiellement, ou la voix de l'acteur, mais pris comme corporalité dans leur entièreté. Donc la mise en scène de Sommeil, c'est aussi mettre en scène des corps, parce que à travers cette idée il faut en même temps, c'est-à-dire que si on veut que le sujet, l'individu se libère, en tout cas pour cette génération-là, qui vient justement de cette époque, on va dire post-68, ça passait par la libération du corps et de la sexualité. Donc en fait, il y a une logique, je pense, hein, interne à tout ça, qui fait que Sommeil filme essentiellement des corps. Et c'est très important de revenir aussi au roman porno, parce que quand je parlais du roman porno, qui d'ailleurs ne filmait pas en son direct, mais voilà, filmait des corps, c'est-à-dire filmait des corps évidemment en action. Alors là, bon, c'était purement, enfin la sexualité était purement explicite et ouverte, parce que c'était le cahier des charges, hein, entre guillemets, le cadre. Ce qui n'est plus le cas dans le cadre du cinéma de Sommeil, puisque lui va commencer à faire des films de commande pour des sociétés commerciales importantes. Donc, il va aussi devoir travailler dans un autre cadre, et notamment ce qu'on appelait le film d'idole, c'est-à-dire de devoir travailler avec des très jeunes acteurs
qui ne sont pas forcément non plus des acteurs professionnels. Donc, les conditions de production dans les années 80 vont aussi faire qu'il va travailler avec toute une génération et même découvrir de très jeunes acteurs, mais qu'il a toujours en tête aussi cette idée de travailler les acteurs comme des corps et travailler l'ensemble du corps. Vous regardez par exemple dans ces films, vous prenez Déménagement, regardez la jeune fille, la vitalité qu'elle a. On pourrait presque parler d'un gymnase, c'est-à-dire qu'elle court sans arrêt, elle fait le poirier, regardez les séquences dans la forêt, tout est, je dirais, tout est mise en scène de corps, et aussi ce que ça permet, cette mise en scène de corps, quelque part aussi, c'est de libérer l'acteur de son habitus, c'est-à-dire déjà le fait de filmer le corps dans son entièreté, vous êtes forcément obligé c'est-à-dire que la caméra va être forcément un petit peu plus en retrait. Alors, vous n'êtes pas toujours dans des plans d'ensemble, mais vous êtes dans des plans moyens. Et le fait de faire à l'acteur des gestes, par exemple, boxer avec son père ou courir sur une distance ou un petit peu lutter ou faire… En fait, l'acteur aussi, à travers ça, va pouvoir se libérer de l'idée de jouer un personnage, de l'idée qu'il y a une caméra derrière. En fait, il y a toute une stratégie dans la mise en scène et dans l'art du plan séquence de Sommeil, qui est de finalement casser la frontière entre le personnage et l'acteur en tant que sujet, en tant qu'individu, pour faire en sorte qu'à un moment donné, ce soit non plus un personnage, mais que ce soit une réalité sensible et que ce soit finalement une expression quelque part authentique de la subjectivité de l'individu qu'il filme, quoi. Et quelque part qu'on aboutisse, comme dans le cas par exemple de Déménagement, pratiquement à un documentaire aussi sur la jeune actrice qui joue le rôle principal. Et puis aussi, il y a un autre détail qui pourrait aussi, je dirais, conforter cette idée, c'est que souvent, par exemple, Sommeil, contrairement à ce qui se pratiquait dans l'industrie, dans les films un petit peu conventionnels, des films d'idoles, c'est que souvent, en fait, chez Sommeil, les jeunes acteurs sont souvent proches en âge des personnages. Par exemple, Ren, elle avait 12 ans quand elle a joué Déménagement. Là, Yuki Kudo, la jeune actrice qui joue Rie, elle a 14 ans. Dans le film Terrible Couple aussi, la plupart des acteurs ils ont moins de 18 ans. Or, souvent dans ces films-là, quand vous regardez, les acteurs qui interprètent des lycéens, etc., sont souvent des acteurs qui sont déjà un petit peu, qui ont déjà dépassé cet âge-là. Donc, il y a toujours ce rapport à quelque part à percer, à franchir la frontière, la limite entre le personnage, l'acteur, et aller de plus en plus près vers l'intériorité de ce jeune acteur. Et c'est vrai que ça passe beaucoup par la mise en scène de ces corps, le fait de leur faire des actions, par exemple, même, ça a l'air de rien, mais par exemple, quand Yuki Kudo, elle joue avec sa cuillère. En fait, ça participe de ça, c'est-à-dire les accessoires, leur faire des choses, écrire. Elle dessine sur un tableau. Sans arrêt, l'agir doit finalement les emmener à s'abandonner eux-mêmes, quoi. Il n'y a plus de caméra, il n'y a pas de voilà. Il faut que l'acteur puisse se libérer de son habitus. Et d'ailleurs, Sommeil utilisait beaucoup ce qu'on appelle… Alors, il y a des… Voilà, il y a des critiques. Il y a un chercheur qui a écrit une thèse, notamment sur Sommeil, qui parle de technique de l'essorage, enfin, qui traduit en tout cas le terme japonais employé par technique de l'essorage. C'est-à-dire que Sommeil avait l'habitude de faire répéter énormément ses acteurs, c'est-à-dire de faire énormément de prises. Kurosawa Kiyoshi le disait sous forme de boutade, mais il peut faire répéter jusqu'à 100 fois un acteur.
Et ce que Somai avait souvent remarqué, ce que Kurosawa, qui était assistant réalisateur sur son deuxième film, avait souvent remarqué à propos de Somai, c'est qu'en fait, souvent, les meilleures prises, alors c'était les 2-3 premières, ou alors c'était les dernières, parce que justement, à force de répétition, l'acteur s'épuisait, mais physiquement, hein, c'est-à-dire c'est une activité physique, enfin, c'est très physique les tournages, les tournages de Somai, et du coup, à travers cet épuisement et cet essorage de l'acteur, d'un point de vue voilà, physiologique, il était en capacité de s'abandonner et pouvait donc jouer d'une manière convaincante, en tout cas pour ce que recherchait Somai, hein, et donc ça faisait aussi que ces jeunes acteurs ont pu donner des performances qu'ils n'ont jamais pu forcément retrouver dans d'autres, sous la caméra d'autres réalisateurs. Et parfois, c'est vraiment étonnant parce que, alors surtout dans le film Déménagement, où c'est une complète amatrice, quoi. Bon, alors là aussi, bon, même si Yuki Kudo, elle avait déjà joué dans des films auparavant, la jeune actrice principale qui joue Rie, mais l'actrice qui joue Len n'avait jamais joué avant devant une caméra. Donc il a comme ça contribué à révéler un certain nombre de jeunes comédiens grâce aussi à cette mise en scène et à quelque part cette modalité de traiter du corps des acteurs, hein. Et ça, je pense qu'il faut, à mon sens, le rattacher à son expérience du roman porno. Et alors, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça nous emmènerait trop loin, mais il y a un certain nombre de réalisateurs qui, pour moi, ont été formateurs dans cette capacité de révéler et puis de mettre en scène des corps. Je pense notamment à Kumashiro Tatsumi, qui était voilà, d'un des grands réalisateurs de romans porno, Nikatsu. Somai était l'assistant sur 2 films, il n'y a pas que lui, mais en tout cas, on trouve ça aussi beaucoup chez Kumashiro. Par exemple, il y a une séquence dans le film Typhoon Club où vous êtes c'est après l'espèce d'esclandre là où le professeur se retrouve avec sa future belle famille là, un petit peu, on est dans une espèce de mauvais vaudeville où les enfants sont exposés à la vie intime. Donc là aussi, on parlera de ce renversement des valeurs, mais où finalement le privé rentre dans l'institution publique. Donc il y a tout un renversement de monde, c'est-à-dire que les lieux traditionnels que sont pour les enfants l'institut scolaire et le domicile familial ne sont plus opérants, c'est-à-dire n'agissent plus dans la fonction d'édification et d'éducation. Donc en fait, tout est renversé. Et donc dans une scène où le professeur se retrouve avec sa future femme, il n'est pas marié, mais en tout cas, il vit une relation, en plus qu'on comprend un petit peu triangulaire parce qu'elle a un ancien compagnon, enfin bref. Mais ça, c'est très sommaïen. Il y a beaucoup de relations triangulaires, les couples. Enfin, on est aussi voilà dans cette modernité de l'instabilité du sujet, que ce soit dans ses relations familiales ou dans ses relations de couple. Donc, il a une conversation intime avec sa femme. Lui, il est un petit peu à plat sur le futon. Là, elle est assise. Et à un moment, il commence à parler. Et si vous regardez bien, en fait, c'est pas la communication n'est pas. Alors, il parle, mais la communication, elle est corporelle, elle est physique. Donc, les pieds, d'abord, ils commencent à jouer un peu, ils se repoussent. Après, ils se rapprochent, ils sont l'un contre l'autre. Donc, en fait, c'est une communication de corps. Ça ne passe pas par la verbalisation. Et ça, vous le retrouvez notamment dans un film de Kumashiro qui s'appelle La rue de la joie, que je vous invite à revoir. Et il y a notamment des scènes comme ça où un gangster, un proxénète et sa prostituée, parce que ça parle des quartiers rouges, de prostituées, communiquent de la même manière. En fait, ils se donnent des coups de pied, ils se frottent. Enfin, en fait, les corps jouent, quoi. C'est-à-dire, l'acteur n'est plus limité à sa seule caractéristique d'énonciation, mais il est. Et en fait, quelque part, si on réfléchit à l'histoire du cinéma, le cinéma muet, c'était ça, quoi. Quelque part, c'était
le fondement, l'essence du cinéma, c'était ça, c'était une expression de la totalité du corps d'un acteur, quoi. C'est-à-dire que voilà, l'expression n'est pas que celle d'un visage, le corps entier doit jouer, quoi. Et le corps entier est un mode d'expression, mode de jeu. On retrouve ça chez les grands génies du muet, quoi. Pour moi, je le vois en tout cas comme ça. Même si, voilà, il ne faut pas tirer de raccourcis automatiques, mais en tout cas, quand je vois les films de Sommeil, je vois avant tout des corps qui s'expriment plus que des voix ou des visages ou des acteurs, hein, même si, bon, il peut lui arriver évidemment de filmer des plans rapprochés, quelques gros plans, mais c'est essentiellement des plans d'ensemble et des plans moyens qu'on voit dans ces films, quoi, en tout cas. Et puis, la caméra, si vous voulez, elle n'est pas en train de, elle n'est pas en train de composer un champ où le cadre serait quelque part aurait une fonction d'absolu, voilà, d'enfermer un monde clos. Non, les acteurs débordent du cadre, sortent du cadre, les plans ne sont pas tenus. Je dirais qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de volonté de composer, il n'y a pas d'intention esthétique en tant que composition d'un monde élaboré par la subjectivité, par l'intellect. Non, c'est la caméra, elle est là, un petit peu comme les cinéastes du documentaire engagés, dont d'ailleurs certains des chefs-op venaient, hein, le chef-op un des chefs-op de Sommeil dans son film, notamment Pee-Pee Rider, Tamura Masaki, filmait les révoltes des années 70 contre l'expropriation des paysans pour la construction de l'aéroport de Narita. C'était le caméraman Dogawa Shinzuke, un grand caméraman, voilà, grand documentariste engagé. Et je dirais qu'il y avait cette idée d'adopter quelque part le point de vue donc de ces résistants là qui luttaient, hein, contre les autorités, et puis de suivre vraiment au quotidien, de s'immerger avec eux, de vivre avec eux. Et on trouve, je trouve en tout cas que dans une partie de son cinéma, on trouve cette idée-là, quoi. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est non pas tellement comment, que quoi montrer, comment la caméra va saisir cette réalité-là, quoi. Quand vous êtes, vous voyez dans le club du Typhon, cette scène absolument à la fois effrayante et à la fois saisissante de crudité, de brutalité dans le rapport entre Ken et la fille qu'il convoite, Michiko, où il se course dans l'escalier, où il arrive dans la salle de classe où elle se réfugie. Vous regardez la caméra, on est dans un champ de bataille, on n'est pas en train de composer quelque chose. On suit quelque chose, on suit des corps dont les pulsions se libèrent. Il y a quelque chose de très anarchique, de très chaotique. C'est surtout les pulsions, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est surtout les pulsions de l'adolescent qui se libèrent. Enfin, Ah oui, il y a un début de viol, il y a un début de... Exactement. Ouais, mais là, on revient à l'idée, justement à l'idée et même au danger de l'idéologie du désir et de la jouissance. C'est-à-dire que à un moment donné, Kluskar disait néofascisme ou idéologie du désir, c'est-à-dire à un moment donné, l'abstraction de l'autre vous mène à un comportement pré-fasciste. Deleuze utilisait une phrase, moi je ne suis pas du tout deleuzien pour plein de raisons, mais il y avait une phrase, je trouve, très vraie dans ce qu'il a dit, c'est-à-dire il parlait du danger d'être la proie du rêve de l'autre. C'est-à-dire que le fantasmatique, dans lequel ce malheureux, ce pauvre garçon se trouve, l'entraîne finalement à un comportement pré-fasciste, quoi, qui l'amène à faire, à violer sa jeune camarade, même si évidemment, bon, il va
pas au bout, mais en tout cas, on comprend ça, quoi. Si il se laisse déborder par ses pulsions sont des pulsions mortifères. En plus, je trouve que c'est très intéressant dans la mise en scène de ce jeune garçon, c'est qu'il y a cet effet de répétition. Freud reliait enfin, en fait, il faisait un lien entre la pulsion de mort et la répétition. C'est-à-dire que là, vous savez, il rentre chez lui, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Il y a la manière dont il tape sur la porte, donc de manière complètement psychotique. Enfin, il y a tout ce rapport, voilà, à l'obsession, quoi. Et l'obsession, c'est ça, c'est la répétition éternelle de ce désir dont on n'arrive pas à se libérer, quoi. Donc ça, mais ça, il le met en scène de manière, à mon avis, brillante, parce que voilà, il va jusqu'au bout de ça, quoi. Et c'est absolument saisissant dans le film, quoi. Voilà, Qu'est-ce peut-être que je que suis allé un peu trop loin, mais très très bien. Mais qu'est-ce que ce typhon peut comment ce typhon dans oui. le scénario peut aider Sommeil à construire le rythme de sa mise en scène, à construire sa mise en scène? Alors, euh, bon, déjà, il y a deux choses. Alors, pour revenir à la genèse de ce projet, parce que c'est Mmh. intéressant. Le Club du Typhon, c'est aussi le premier film indépendant, quasiment autofinancé, dans la mesure où il ne dépendait pas de finances de grandes compagnies, dans sa filmographie. C'est sa 5e production. Alors, en fait, dans sa filmographie, il apparaît en 6e, tout simplement parce que il a connu une sortie en salle après la sortie de son 6e film, qui est un roman porno produit produit pour la Nikatsu, qui s'appelle Love Hotel. Mais dans la réalité, c'est sa 5e production. Donc jusque-là, il avait tourné principalement des films qu'on appelle de commande, parce que ce sont des projets qu'on lui a apportés, qui sont des projets qui ont été financés, distribués par des grandes compagnies. Là, en fait, le projet a été financé par ce qu'on appelle la Directors Company. On a l'abréviation souvent DC ou alors Direcan à la japonaise. Qu'est-ce que c'est que la Directors Company? C'était une initiative menée par un aîné de Somai Shinji qui s'appelle Hasegawa Krasuhiko, donc réalisateur Mmh. seulement de 2 films, dont un qui était très important à l'époque, Le Meurtrier de la jeunesse, sur lequel Somai était assistant, et qui était un ancien aussi contractuel à la Nikatsu. Lui aussi, ancien trotskiste, bref, ancien des mouvements étudiants, qui n'a pas pu aller au bout. Donc, c'était 2 principales figures assistants à la Nikatsu au moment du roman porno, même à la même époque. L'idée derrière cette société de production, c'était dans les années 80 de trouver une structure où le réalisateur pouvait se réapproprier la liberté créative. C'est-à-dire que, à travers les expériences de Somai, de devoir travailler avec des idoles, de devoir travailler sur des projets pour lesquels, a priori, si on lui avait laissé une entière liberté, il n'aurait pas forcément été se jeter à corps perdu. C'était une réflexion vraiment importante parce que on se rendait compte que il y avait des modalités dans ces projets qui faisaient qu'on n'était pas complètement libre. Donc l'idée, c'était de créer un peu une structure qui pourrait accueillir des cinéastes qui pouvaient tout à la fois exprimer leur subjectivité individuelle. Il y avait 9 cinéastes dans cette structure. Et aussi très important, avoir un processus de décisionnel démocratique, c'est-à-dire où il n'y avait pas de hiérarchie, parce que ce qui était très difficile pour eux, notamment dans les structures, même à la Nikatsu, c'est qu'il y avait quand même une certaine forme de hiérarchie qu'il fallait respecter, même si la Nikatsu a essayé a remis en cause aussi par rapport à ce que pouvaient être les studios à leur époque,
une certaine forme voilà, une forme d'horizontalité tout du moins dans les rapports de production, dans les rapports humains. Mais pour eux, c'était cette idée que voilà, chacun pouvait avoir un peu droit au chapitre. Et alors, je parle aussi de ça parce que dans le projet, il me semble qu'on trouve aussi cette idée dans l'idée de communauté. C'est-à-dire que Sommeil, dans son cinéma, il y a aussi toute la réflexion du rapport de l'individu à la communauté. Et puis de la communauté à la société de manière plus large. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, bon là, peut-être que j'extrapole un peu, mais Typhoon Club, c'est quoi? C'est l'histoire de 8 enfants et de leur professeur. Donc là, bon, il se trouve qu'il y avait 9 réalisateurs dans la Directors Company avec un petit peu voilà, l'initiateur Hasegawa. Bon, c'est un petit peu facile Mais bon, en tout cas, il y a l'idée de ce groupe et puis du rapport de chacun par rapport au groupe, de sa position. Et puis l'idée de finalement de ce club, quoi, c'est-à-dire de cette communauté, quoi, de l'idée de créer cette petite communauté, parce qu'il y a l'idée aussi chez Sommeil que en tout cas que leur existence en tant que cinéaste était de toute manière quelque part un petit peu marginale par rapport à l'industrie dominante. De même que ces jeunes sont un petit peu marginaux dans l'ensemble de la société japonaise, de par leur comportement, de par leur position, etc. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que il y avait dans ce projet-là au départ l'idée de trouver une matière qui serait quelque part à l'opposé de ce que pouvaient avoir été les scénarios un petit peu on va dire plus conventionnels. Par exemple, si on regarde par rapport à The Terrible Couple, son premier film, qui est aussi un film qui se passe dans l'école, qui est aussi un petit peu un genre du film d'école. Bon, il y a évidemment des traits de transgression, le rapport à la sexualité, etc. Mais par exemple, l'image du professeur est très différente. Voilà, on pourrait parler par exemple de quelque part presque de négatif, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment la phase diurne de The Terrible Couple, Typhoon Club. Et puis aussi, ce qui était important dans ce projet-là, c'est que Directors Company a fait un appel à scénario. Et cet appel à scénario a été lancé pour des jeunes auteurs qui n'étaient pas issus du milieu de l'industrie. Donc, l'idée, c'était aussi de trouver des sujets et des scénarios qui sortaient finalement des conventions de l'industrie dominante et qui pouvaient proposer des sujets avec un traitement original, peut-être plus audacieux. Et donc, ils ont pris, et Sommeil, c'est lui qui a voulu adapter ce scénario-là d'un jeune auteur qui était complètement inconnu, qui n'avait jamais travaillé dans le milieu du cinéma, Kato Yuji, qui s'appelle Kato Yuji, voilà, qui a proposé ce scénario. Donc, dès le départ, il y avait, je pense, un scénario qui se prêtait à faire, que Sommeil a pu travailler dans des conditions et aussi continuer finalement à s'émanciper des cadres classiques. Donc, il part déjà de cette base-là. Après, voilà, ce qui est maintenant intéressant, c'est de voir comment il a travaillé autour de ce thème du typhon pour, bon, à la fois raconter une histoire, parce que, bon, malgré tout, on est dans une forme narrative, c'est-à-dire qu'il y a un découpage, bon, il y a le découpage en jours, hein, on part du vendredi, je crois, samedi, et on retourne le lundi, je crois, avec la scène. Je crois que c'est jeudi. Ça commence un jeudi. Vous avez raison, ouais. Donc le jeudi, vous avez le vendredi, le samedi, c'est le jour du typhon, et on va dire l'épilogue serait le lundi, quoi. Et effectivement, on pourrait considérer qu'on est dans une forme narrative conventionnelle, d'autant plus que bon, il utilise un peu de manière un peu classique aussi le montage parallèle avec finalement les deux protagonistes, Mikami, le jeune garçon, et Rie, qui sortent ensemble, mais qui, au milieu du film, où il y a ce plan d'ensemble avec, alors là, on est dans le symbolisme, évidemment, mais la route qui se bifurque en deux, et effectivement, la jeune fille qui décide de fuguer pour assumer son désir, hein, parce que c'est
en fait, là, on est sur 2 parcours, c'est-à-dire on est un petit peu aussi là dans le symboliquement, 2 comportements, quelque part, antagonistes, c'est-à-dire, la poursuite du désir, c'est-à-dire elle découvre sa sexualité, hein. Il y a la scène où elle est chez sa mère, qui était d'ailleurs pas dans le scénario, où elle se masturbe, donc elle découvre sa sexualité. Elle veut suivre son désir et lui, il est dans l'inverse, il est dans la répression, il est dans cette abstraction du réel. C'est vraiment deux opposés. Hein, on est dans voilà, jouissance, privation. Lui, il va s'extraire des autres. Hein, il s'abstrait du réel. D'ailleurs, il se met au-dessus des autres parce que symboliquement, c'est très important cette scène où il construit cette espèce d'échafaudage pour se suicider. Hein, il faut jamais oublier ce qu'il poursuit comme but. Ça, Soma, il le fait répéter plusieurs fois. C'est-à-dire, est-ce que l'individu peut transcender l'espèce, quoi. Moi je le vois comme un personnage nietzschéen. Nietzsche, c'est quoi? C'est la philosophie du dépassement de soi. Évidemment, ça aboutit à la chute, mais parce que on veut s'abstraire de la vie matérielle, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, lui, alors quand je parlais d'enfant trop tôt adulte, lui, on peut dire que c'est un enfant qui n'a pas eu d'enfant, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est né adulte. Hein. Il le dit, j'ai arrêté le baseball, ah oui, tu es devenu plus adulte. Mais non, en fait, j'étais déjà comme ça, il le dit lui-même. Il est sans arrêt en train d'écrire, hein, donc il est dans la vie intellectuelle, il est dans cette espèce d'abstraction du réel, et donc il philosophe, il pense. À un moment donné, quand il voit les deux jeunes qui sont après la tentative de viol, il arrive, Michiko lui dit, mais en fait, t'as rien vu? Ah mais non, en fait, je me suis enfermé dans les toilettes parce que je pensais sans arrêt à rier, je pensais à... Donc en fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vivre le moment, même dans la scène du typhon. Il dit, mais attendez, non, c'est pas dans la scène du typhon, c'est dans le gymnase, quand ils se mettent à danser. Il dit, mais attendez, en fait, on dirait que vous pensez pas à rier, quoi. Vous pensez pas ce qui a pu leur passer. Mais non, parce que ces enfants-là, eux, sont dans un rapport immédiat au réel. C'est-à-dire que ils sont dans leur sensation, quoi, leur pulsion, leur être là. Donc, il y a vraiment deux modes de vie différents. Et en ce sens, je trouve que c'est génial la manière dont il les met en scène. Parce que, en fait, dans le scénario, ce qui est très intéressant, c'est que alors moi, ça c'est quelque chose que j'ai lu de critiques japonais qui en parlent, que moi j'ai pas lu le scénario original, mais dans le scénario original, l'auteur expliquait le désir de suicide de Mikami par le fait qu'en fait, objectivement, c'était par dépit amoureux. Parce que il avait vu parce qu'ils sont ensemble, en fait, même s'il ne le reconnaît pas lui-même, mais ils sortent ensemble, ils sont ensemble au début du film, et les autres enfants lui disent, mais arrête tes conneries, on sait bien, machin, machin. Donc en fait, dans le scénario, il y avait une relation de cause à effet qui était beaucoup plus claire. Mais Soma, lui, ne raisonne pas comme ça. Il ne veut pas enfermer son scénario dans une causalité, dans quelque chose de trop explicatif. Donc, il présente à travers le montage et la longueur des plans, etc., il présente le suicide de Mikami, non pas comme quelque chose qui aurait une causalité, je dirais, explicative liée à la progression du scénario et du récit, mais comme quelque chose qui dépasserait le sens même de la narration. C'est-à-dire que c'est un geste qui nous laisse quasiment, je dirais, on est un peu sidéré, quoi. On est un peu... il faut imaginer aussi ce que ça pouvait être comme provocation quelque part. D'ailleurs, la plupart des grandes compagnies ne l'ont pas distribué. C'est aussi pour ça que le film est sorti tardivement et qu'il a dû attendre son prix. C'est qu'en fait, ils n'avaient pas trouvé de distributeur. Parce que c'était choquant aussi, je veux dire, le suicide d'un collégien. Enfin, il n'y a pas que ça. On a parlé des gestes de transgression. Vous avez pratiquement tous les personnages du film quasiment qui fument. Il faut savoir qu'au Japon, à l'époque, je crois que ça l'est toujours le cas, mais fumer, c'est interdit au moins de 20 ans. Hein. Vous devez avoir 20 ans pour fumer. Il y a des tas, après la sexualité, etc. Mais donc,
ce geste-là de ce suicide volontaire, parce que c'est pas un suicide, je veux dire, c'est assumé, quoi. Il le dit, je choisis la mort pour que vous puissiez mieux vivre, c'est-à-dire pour que vous puissiez vous-même voir la mort. Oui, mais comment il y a Sommeil, cette idée, mais comment Sommeil, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais comment oui, Sommeil représente la finalité de cette mort, de ce suicide? alors Comment on c'est voit, très comment, intéressant. Voilà. voilà, c'est là où. Alors, pour moi, enfin, tel que je le vois, en fait, euh, pour moi, Sommeil est toujours dans l'affirmation de la vie. Pour moi, c'est un cinéaste, je pourrais qualifier quelque part de vitaliste, dans le sens où voilà, il croit dans cette expression de la vitalité de l'être, de l'individu, et il affirme non seulement la vie, mais il affirme le devenir. En ce sens, il est aussi nietzschéen, mais il n'est pas nihiliste. C'est-à-dire qu'il affirme, Sommeil n'est pas un réalisateur nostalgique, il ne regarde jamais dans le passé. D'ailleurs, quand vous regardez la fin de ses films, c'est toujours une fin qui se projette vers l'avenir. La fin de Déménagement, elle est explicite, elle le dit elle-même, la jeune reine, elle le dit, ah mais je regarde, elle fait même un geste vers le haut. Je regarde l'avenir, on va vers l'avenir. Donc, pour moi, la manière dont il met en scène c'est-à-dire, c'est génial. C'est-à-dire le plan où vous passez de la sidération des collégiens sur la vitre à ce travelling latéral vers le plan des deux jambes arquées et du corps, justement, là, enfoui. Ça veut dire quoi, en gros? Ça veut dire qu'on ridiculise le geste de Mikami. Alors, il faut savoir que ce geste-là, alors, les gens ne le savent pas, mais c'est une parodie. À l'époque, la Kadokawa, qui était cette société qui au départ était un éditeur, qui s'est lancé dans la production et qui a un petit peu lancé ce qu'on appelle le blockbuster Daisaku au Japon, qui sont ces films voilà, à grand budget, etc. Le premier film qu'ils ont produit en 1976 s'appelait Le complot du clan Inugami de Ichikawa Kan, une adaptation d'un roman policier très connu à l'époque, d'un auteur qui a été beaucoup adapté par cette société de production, dans lequel on découvre un cadavre dans un plan d'eau, un lac là, qui est complètement planté au milieu de la rivière, avec les jambes en V comme ça. Donc, bon, ça parlait au grand public de l'époque, et quelque part, c'est un petit peu une manière finalement de dire, bah, écoutez, voilà, bon, vous avez essayé, vous avez tenté d'être le surhomme hein, promis par Zarathustra. Bah, le risque, comme il le dit d'ailleurs dans l'ouvrage, hein, c'est la chute du funambule. C'est-à-dire que, rien ne dit que, voilà, que c'est possible, hein, que vous pouvez réaliser ça. En voulant s'abstraire finalement des autres, hein, l'individu, en tant que voilà, membre de ce groupe, de ce collectif, en tant que se placer au-dessus des autres, ben finalement, voilà, vous aboutissez finalement à ça. Et le choix, il est d'autant plus assumé que, qu'est-ce que montre finalement l'épilogue du film? Elle montre que finalement, les enfants, comment ils surmontent la condition, le tragique de cette condition qui est quelque part, et cette condition humaine qui nous rend, je dirais, c'est-à-dire cette dialectique toujours chez Sommeil entre l'individu et la société, c'est-à-dire qu'il y a cette confrontation. Vous êtes obligé à un moment d'affronter les choses seul. Vous êtes seul, vous devez affronter la vie seule. C'est le geste de reine, c'est je fuis tout, c'est-à-dire je fuis la famille, je fuis la société, je dois moi-même affronter le réel, donc c'est l'errance, c'est le fait de s'extraire. Donc pour eux, en fait, le passage à l'âge adulte, c'est-à-dire ce passage fait qu'ils sont obligés quelque part de dire adieu, c'est-à-dire comme Reine dit adieu à son ancien moi, quand elle parle à son double, c'est-à-dire qu'elle passe à autre chose. En fait, chez Sommeil, il y a cette idée que les relations humaines, il y a une impermanence des choses, c'est-à-dire que
tout est temporel, quoi. Rien n'est stable. Donc, vous passez à quelque chose d'autre. Vous devez sans cesse être dans ce devenir. Et donc, finalement, elle retrouve qui? Elle retrouve Akira. Akira a pris la place de Mikami au début du film. Mais on a l'impression que finalement, ça va de soi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucun sentimentalisme, il n'y a aucune nostalgie. C'est-à-dire que finalement, voilà, la vie, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, pour Sommeil, encore une fois, je n'universalise pas ce propos-là. Ce n'est pas moi qui parle, c'est ce que j'interprète et ce que je lis de ce que nous montre le film de Sommeil. Donc, pour moi, Sommeil affirme la vie et affirme son devenir, tout simplement à travers la fin du film, quoi, qui vous projette vers un après, quoi. Donc, la solution, c'est pas qu'il y ait une solution, c'est que vous ne pouvez pas vivre en dehors de la communauté, en dehors du rapport à l'autre. Vous ne pouvez pas vous en abstraire. Vous devez faire avec. Et il y a une dimension profondément tragique. Enfin, tragique, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais il y a une tristesse. Il y a une dimension, voilà, qui est de cet ordre-là, dans le fait que vous devez quelque part assumer ce choix, quoi, qui est que oui, tout est, enfin, les relations humaines, qu'elles soient avec les parents, avec les professeurs, avec les amis, avec elles changent, elles peuvent s'arrêter, elles peuvent changer, etc. Et donc, je pense que le parcours de Rie, c'est ça, quoi. C'est qu'à un moment donné, elle affirme sa subjectivité, elle affirme sa vie. Elle a envie de faire l'expérience de la vie. Elle fugue à Tokyo pour justement, quelque part, assumer ce choix-là, quoi, au niveau individuel, hein, et subjectif. Et pour moi, je vois les héroïnes d'ailleurs de Sommeil. Je trouve que il est d'ailleurs assez dur avec les hommes, hein. C'est-à-dire que les hommes sont souvent faibles, hein. Quand vous regardez le père, quand vous regardez le professeur, quand vous regardez, je veux dire, en ce sens-là, il a aussi appris la leçon du roman porno. La leçon du roman porno, c'était quoi le but, en fait? C'était de libérer les femmes, parce que voilà, c'était aussi ça l'époque de 68, c'est-à-dire il fallait émanciper aussi, il fallait que les femmes se réapproprient leurs désirs. Et quelque part, c'est ça ce que fait Rie, quoi. C'est qu'elle s'approprie leurs désirs, alors que Mikami, il est dans l'espèce de répression, de fuite. Il fuit le concret, il fuit le corps, il fuit la sexualité. Voilà. Et l'autre, Ken, c'est l'inverse, c'est que lui, il est dans ces espèces de il se laisse à ses instincts, c'est-à-dire que donc forcément les hommes sont complètement déconsidérés dans ces films, quoi. Les personnages féminins sont évidemment beaucoup plus lumineux. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle La femme lumineuse, hein. Et Déménagement, c'est quand vous regardez le père. Alors, les deux parents sont un peu, moi, ce que je dis souvent dans les films de Sommeil, c'est que les enfants sont trop tôt adultes, mais les parents sont ce qu'on pourrait appeler des adolescents, c'est-à-dire des adultes qui se comportent comme des enfants. Parce que idéologie, on revient encore une fois à l'idéologie de la jouissance, c'est-à-dire l'individualisme, l'hédonisme, etc. Tout ce qui vous, quelque part, conditionne à cette société de consommation, du tout est possible, bref. Donc, du coup, chacun suit quelque part cette subjectivité désirante, hein, comme dirait, je ne sais pas, les intellectuels de l'époque. Donc, en fait, il y a toujours ce rapport un peu conflictuel et dialectique, hein, entre le sujet et le collectif. C'est ça au cœur du cinéma, pour moi, de Sommeil, mais pas que de Sommeil. C'est lié à la modernité. C'est tout simplement qu'on on vit ça au quotidien. Donc, voilà. Mais je trouve que, en tout cas, dans ces films, c'est vrai que les femmes, et puis aussi la sexualité, le fait qu'il n'y ait pas qu'une sexualité normative, ça aussi, c'est très... Kumashiro faisait ça, quoi, l'homosexualité, la polysexualité, il y avait même il y avait des... c'était très... il y avait cette idée de libérer mais tous les corps, c'est-à-dire que c'était... il n'y avait pas juste ces formes-là, on trouve même chez Sommeil,
alors c'est très discret, mais il y a la présence des homosexuels, par exemple, dans les films de Sommeil. C'est très discret. Il y a, par exemple, à la fin du Terrible Couple, lors du festival, là, il y a un jeune, voilà, un jeune lycéen qui vient voir le groupe d'amis et qui, voilà, qui par son maniérisme, etc., on comprend. Enfin, c'est très. Il y a un travesti aussi, je crois, dans Pee-Pee Rider. Enfin, il y a plein de personnages comme ça. Donc la marginalité, elle est très importante aussi chez Sommeil, quoi, qui est de montrer l'existence et puis de quelque part de rendre voilà l'existence de cette marginalité par opposition aussi voilà à la société dominante de son époque, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc donc encore une fois, pour revenir sur cette idée de comment Sommeil traite le narratif, et ben justement, il y a une tension sans arrêt entre l'idée de raconter une histoire et l'idée tout simplement du descriptif, c'est-à-dire d'exprimer la réalité sensible sans être tenu par le fait que chaque scène doit avoir une explication, une causalité, etc. Donc chez Sommeil, vous avez une espèce aussi de volonté de détruire l'unité narrative. Mais même dans le montage, quand vous regardez la consécution de certains plans, il y a des ruptures étonnantes. Au tout début du film, par exemple, vous avez à la fin du plan de la piscine, donc vous êtes sous l'eau quasiment, et puis brutalement, c'est quoi? C'est un contre-plongé de l'immeuble où vous riez. Enfin, il n'y a pas plus. Alors, évidemment, il y a aussi des chants contre chants, mais il y a des ruptures dans la manière même dont les scènes sont montées. Et puis, je parlais de la signification du suicide aussi, pour se détacher du rapport explicatif à la scène. Voilà, donc il y a sans arrêt ces tensions-là. Et effectivement, le plan séquence, ça a été aussi pour Sommeil une manière de se libérer de la contrainte narrative. C'est-à-dire que en fait, il y a deux fonctions principales au plan séquence chez Sommeil. Il y a ce que j'ai dit par rapport au fait de montrer la réalité vivante, la réalité sensible de l'acteur, et l'utilisation du plan séquence comme stratégie pour se libérer de la contrainte narrative. Parce que en faisant parfois des plans séquences comme parce que là c'est pas aussi manifeste, mais chez Sommeil par exemple, vous avez dans le troisième film de Sommeil, Pee-Pee Rider, c'est l'ouverture du film, c'est un plan séquence de moins de 12 minutes qui est complètement hallucinant. Donc comment vous coupez quoi quand vous avez un plan dans lequel chaque moment, chaque partie est vivant et voilà. Et donc, en fait, finalement, lors du montage, vous vous retrouvez emmerdé parce que vous ne pouvez pas découper un film et puis le reconstruire comme un film classique parce que vous avez ces espèces des fois de longs plans qui, en fait, sont des scènes extraordinaires d'un point de vue de la vitalité du film lui-même, c'est-à-dire des acteurs, de la manière dont ils jouent, ce qu'ils expriment, mais qui n'ont parfois pas de sens dans l'unité narrative du film. Donc, en fait, Sommeil utilisait aussi beaucoup ça, c'est-à-dire une manière finalement de dire, vous pouvez remonter le film comme vous voulez, parce que Sommeil n'écrivait pas ses films, hein, ça c'est aussi très important. C'est-à-dire que Sommeil ne touchait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'introduisait pas au moment du tournage des changements dans le scénario, mais Sommeil travaillait toujours d'après les scénarios des autres. Donc en fait, il y a toujours cette tension chez lui entre la contrainte qui est la contrainte de la production, de mettre en scène un scénario qu'on lui confie, et puis cette volonté de s'émanciper de ces contraintes narratives. Et ça, on le sent dans le Club du Typhon. Et effectivement, les longues scènes de plans séquences où les enfants s'abandonnent, moi j'appelle ça des saturnales. Enfin, pour moi, c'est des orgies. Enfin, il y a une dimension. Voilà, là on est dans le climax quelque part, l'un des climax du film où les enfants se libèrent complètement de leur moi, de leur subjectivité, et puis se laissent aller. Voilà, le corps se libère. Ils enlèvent tous leurs habits, ils sont nus dans le tout dernier plan. Et en fait, Sommeil, il s'en fout de ce que ça raconte. Lui, ce qu'il veut, c'est montrer cette vérité-là à cet instant-là, parce que les enfants, en fait, on leur dit, mais
fait, Sommeil, souvent, quand il dirigeait les acteurs, d'ailleurs, la plupart du temps, ne donnait pas d'indication précise, c'est-à-dire ne disait pas, mais vous devez partir de cet endroit-là. Il n'y avait pas de mise en place des acteurs, il y avait simplement l'idée de leur donner des indications qui leur fassent eux-mêmes s'approprier leur personnage et puis qui les entraînent eux-mêmes à se libérer. Donc, en fait, là, pour lui, je pense qu'il y a une espèce de rapport presque jouissif au fait de filmer ces enfants qui s'abandonnent, quoi. Et c'est pas du tout lié à l'idée, au scénario. D'ailleurs, les scènes, ça n'était pas écrite, quoi. C'est-à-dire, c'était pas une scène qui était dans le scénario, quoi. Donc, il laisse ce long plan séquence se dérouler. Mais aussi, c'est ça qui est, je trouve, génial, enfin, qui est magnifique dans le cinéma de Sommeil, c'est que, en fait, elle fait sens. C'est-à-dire, malgré le fait que ce ne soit pas une scène qui soit directement imposée par les contraintes narratives, elle fait tout de même sens. Voilà. Elle est tout à fait, je dirais, cohérente dans le système et dans la mise en scène de Sommeil, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas si j'en ai trop dit. Pas du tout. Non, j'allais le dire, vous n'avez pas encore suffisamment dit. Il y a encore plein de choses à raconter, mais je pense qu'il faudrait à ce moment-là laisser maintenant les spectateurs découvrir les. Je rappelle, le film Typhoon Club ressort le 3 juillet en salle, distribué par Survivance. Et il faut aller le voir. C'est un film, comme je disais, assez étonnant. Et puis, notre invité Dimitri Yanni, je pense, l'a très, très bien a complété, l'a très bien affirmé. Donc, allez voir ce film parce qu'il y a Déménagement qui existe toujours en DVD Blu-ray édité chez Survivance. Et le film Typhoon Club sera distribué donc, le 3 juillet nous, on a enregistré le 13 juin, donc dans quelques semaines. Voilà. Merci beaucoup, Dimitri, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à 2 questions, même pas. Et c'était un plaisir de vous écouter. Je prenais plein de notes et c'est pour ça que cette chaîne existe. Merci à vous. Et puis, peut-être qu'on aura, je ne sais pas, l'avenir, l'occasion de reparler de cinéma japonais, hein, pourquoi pas. Avec plaisir, les portes sont ouvertes et je suis persuadé que je reviendrai vous voir. J'en suis même persuadé. Voilà, on va faire ça comme ça. Merci beaucoup, Dimitri. À très vite. Merci et à une prochaine. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.